Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Vous l'avez entendu la semaine dernière, ce mois de décembre est un peu spécial, il est composé d'émissions événementielles. Tout d'abord on fête les 20 ans de Ki-hoon avec eux, et ensuite on se prépare à festoyer dignement dans des piscines de manga comme Picsou. Hey. Compliqué de nager, mais comme Picsou presque. Avant de commencer ce top 10 Ki-hoon, je voulais aussi apporter un petit point, une petite précision. Ki-hoon ne nous a rien payé, hein. Si des Kinder et des Dragibus. Voilà, on est. De toute façon, on n'est jamais payé. C'est bien que tu abordes le sujet. Alors, toutes ces émissions là que vous avez vues gratos, que vous rigolez avec nous, vous pensez qu'on est vos potes, et ben donnez-nous de l'argent, hein. Alors, de la main à la main, trouvez-le, il faut lui donner du cash vie déjà. Donc non, mais c'est important de le préciser. Puis on a aussi une génération qui avons grandi en partie en même temps que Ki-hoon en termes de lecteurs. On a affiné aussi nos goûts, nos lectures de manga aussi grâce à cette maison d'édition. Donc voilà, en gros, détour d'une conversation, c'est un peu arrivé comme ça. Et si on faisait des émissions spéciales pour leurs 20 ans, mais nos émissions spéciales à nous. Donc ça a commencé la semaine dernière avec les mangas oubliés. Puis là, de la même façon qu'on fait notre top manga chaque année, le top manga nouveauté de l'année, on fait le top 10 Ki-hoon de tous les temps. Ça faisait quoi pour vous d'essayer de noter votre kiff de lecture de près de 300 mangas publiés sur pas loin de 20 ans? Écoute, moi, comme bien souvent, donc évidemment, je ne sais jamais choisir, mais surtout, j'ai fermé le document, j'ai pleuré. J'étais là genre, oh, mais je suis nulle, tellement de choses que je n'ai pas lues encore. Ah bah 300, c'est trop aussi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je voyais pas la fin, moi, de cette notage. Je notais, je fais, putain, mais on est où là? On est à quelle lettre? On est à quelle époque? Mais j'avoue, il y a des trucs où je fais, ah ouais, ça je me rappelle, c'était truc de nul. Et non mais genre, je sais plus, c'était du Yuri en 2 tomes, je crois que c'était Bloody Cross. Non, Bloody Cross c'était moins pire. Je sais plus comment ça. Lost Paradise, voilà, c'était ça. Et je me suis dit, ah oui, ça existait, c'était drôle. Mais non, en vrai, c'était sympa de revenir sur ces 20 ans. Mais je pense qu'on a réussi avec tous les participants à cette émission à noter globalement toutes les sorties Ki-hoon. D'ailleurs, certains mangas de ce top, on les a sortis. Ils ont basculé dans l'émission de la semaine dernière, dans les mangas oubliés. On vous l'a dit pendant qu'on enregistrait. Donc si vous l'avez pas encore écouté, je vous encourage à le faire. Il y a eu un peu bataille, hein, mais voilà, on les a sortis du top, mais ils sont dans nos cœurs. On en a aussi donc parlé du coup. Le top des 20 ans de manga Ki-hoon, c'est parti et c'est maintenant dans la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer 20 ans de manga Ki-hoon. 20 ans. Qu'est-ce qu'on est vieux. Salut Johnny. Alors moi j'avais 10 ans. C'est ça, ouais. Quand Ki-hoon a été créé. Et salut. Salut Julie. 20 ans. Oui, bah c'est beau. 20 ans. Merci pour ces 20 ans. Bonjour Victoire, bienvenue dans la 5e de couve. Bonjour. Alors Merci Victoire de Montalivet, responsable communication des éditions Ki-hoon, c'est notamment elle qui nous envoie des messages après chaque émission à base de « Comment ça, vous avez pas trouvé que ce manga était super bien parfait ? Vous avez pondéré un petit peu votre avis, vous avez dit que c'était pas parfait. » Là j'ai dit qu'il y a eu un truc nul et elle m'a regardé, j'ai fait oh là là. Oui, attention, attention à ce qu'on va dire Johnny. Non, il faut aussi savoir que Victoire est une auditrice assidue de l'émission, donc merci beaucoup. Et donc fais ici comme si c'était chez toi, sauf que cette fois tu peux nous répondre en live dans l'émission si t'es pas d'accord avec nous, parce que des fois elle envoie des messages en disant mais pourquoi vous avez dit ça, je suis pas d'accord. Complètement, c'est vrai. Et là tu peux, pas vrai. Là tu peux nous le dire en live là. Ça c'est cool. Merci de me donner l'opportunité. Si vous nous découvrez seulement maintenant, merci d'être avec nous. La 5e de couve, c'est un podcast consacré au manga à 98,8% du temps. Non mais attends, mais ça change. À un moment on était à 99 et... Ouais, parce qu'à chaque fois, parce qu'il y a un tout petit pourcent, c'est consacré à ce pourcentage de l'émission.
émissions, donc ça descend au fur et à mesure. On est hebdo, on dure 1 heure, on a fait plus de 280 émissions. Vous regardez, vous scrollez et vous écoutez. Il y a absolument de tout. Si vous aimez ce qu'on fait, laissez un petit commentaire, une note ou partagez l'émission. C'est toujours le meilleur moyen de nous aider, ou alors filer un peu de cash à Johnny, mais il faut le croiser. Boosters TCG. Ou des boosters TCG, ouais. Arcana, merci. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans cette émission ? C'est un top des mangas Kyunam. Alors, comment il a été établi ? Eh bien, comme pour nos tops des sorties annuelles, on a tous noté les titres qu'on a lus dans un giga tableau Excel, mais on n'a pas noté la qualité du manga. Non. Comme pour les autres émissions de ce type, on a noté notre kiff de lecture, on a noté notre feeling avec le titre. Donc il y a d'excellents mangas qu'on va moins bien noter parfois parce que on n'a pas ressenti assez de choses, parce qu'il n'était pas pour nous, parce qu'on a manqué de feeling avec le titre. Parfois ça s'explique pas. Puis ensuite, on ne garde que les mangas qui ont été lus par au moins 3 participants de cette émission. On est 4, donc voilà, il fallait au moins qu'il y en ait 3 qui aient noté ce manga. Et on se retrouve donc avec un top 10 collégial. Top 10 qui nous met tous d'accord. Top 10 qui serait peut-être un poil consensuel, donc oui, un peu. Parce que pour les mangas clivants, si on n'est pas d'accord, ça peut vite sortir de ce top. Mais par conséquent, avec ces titres, vous pouvez nous suivre les yeux quasiment fermés. Voilà, vous savez tout. Et je perds pas plus de temps à vous expliquer le concept, parce qu'on a une forte envie de parler de ces mangas qu'on a donc adorés. Et on démarre avec un auteur qui a fait beaucoup de choses assez différentes, mais qui s'est imposé en France. Ce mangaka, oui, c'est Kei Sanbei, qui passe une tête pour arriver à la 10e place de notre top 10 avec Erased. Alors, Erased, on est dans le Japon contemporain. Un homme revient dans son passé 18 ans plus tôt afin d'avoir la possibilité d'arrêter un criminel qui avait tué plusieurs de ses camarades à l'école. Ça dure 9 tomes. Kei Sanbei, Erased, c'est iconique Kyun, j'ai envie de dire. Ouais, et puis, comment dire, pour moi, vraiment, Kei Sanbei, il avait jamais eu de série aussi longue. C'est Erased, c'est sinon sa série la plus longue, avec donc 8 plus 1 tome. Je suis très contente pour cet auteur parce qu'il avait un trait hyper reconnaissable. On en a déjà parlé dans plusieurs émissions. Et là, j'ai l'impression que c'est une série qui a permis à un grand public de le rencontrer, de s'approprier son univers. Et ça, en tout cas, c'est super. C'est tout ce qu'on souhaite à un auteur qu'on aime bien, quoi. Je pense que même à date, c'est son plus gros succès, Erased. Il a eu un film live, il a eu une série animée. Elle était très bien, cette série animée. Et en plus, c'est arrivé sur Netflix. Yes. Donc, ça a ouvert beaucoup à un grand public que peut-être le manga n'avait pas. Et du coup, le manga a bien décollé. Et c'est vrai que Julie, avant que tu me dises que ça a ouvert le grand public, j'avais en tête l'île d'Ozuki et j'avais le berceau des esprits. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est très teenager, ado, et peut-être vraiment trop focalisé slasher. Et effectivement, Erased, quand tu vas dans le thriller, de l'enquête, en plus c'est de la SF temporelle, j'avoue, tu ouvres déjà plus grand le spectre. Même au Japon, il avait fait du moins de 16, moins de 18 aussi avant dans sa carrière. Donc il a vraiment passé par énormément d'étapes. Moi, en tant qu'amateur d'histoire à composante temporelle, quand il y a une composante temporelle, toujours ça m'accroche, ça m'attire. Et là, sur Erased, je pouvais que accrocher. Donc en plus, si on rajoute la dimension thriller, qui est super. Et qu'on aime nous dans la 5e de couve, et qui manque un petit peu quand même malgré tout dans le paysage. On aimerait en lire plus en fait des thrillers. Donc là, on a la composante temporelle, les thrillers. Et le trait de Kei Sanbei. Qui a évolué. Et surtout, je trouve nous, on l'a beaucoup suivi, puisqu'on a fait l'île d'Ozuki, on a fait le berceau des esprits, on arrive avec Erased, et on sent aussi, je trouve, qu'il a grandi dans ses scénarios. Et là, il y a une psychologie des personnages qui est hyper intéressante, qui est hyper approfondie, aussi bien dans la tête du tueur que dans la tête d'enfants, puisque il y a les protagonistes principaux qui sont des enfants. Et un enfant, ça pense pas pareil qu'un adulte, et on oublie parfois que c'est pas que parce que c'est un enfant que ça pense pas, mais ça pense différemment, et c'est hyper intéressant. C'est d'autant plus intéressant puisque c'est un adulte dans un corps d'enfant qui va devoir parler avec d'autres enfants, mais avec son esprit d'adulte, et c'est hyper intéressant, et ça donne une autre dimension aussi au récit, et du coup qui est un récit à multiples facettes, qui aborde énormément de choses,
aussi bien au niveau psychologique qu'au niveau scénaristique. Et il gère hyper bien ses lignes temporelles. C'est incroyable. Et depuis, ça a créé les isekai. En tout cas, moi je trouve que pour moi, c'est vraiment la série de sa maturité. Parce qu'il a vraiment, comme disait Victoire, permis plein d'interprétations différentes, et il a aussi fait intervenir énormément de personnages qui sont représentatifs de l'enfance, mais aussi l'enfance heureuse, l'enfance moins heureuse. Il faut dire que c'est un sujet qui revient souvent dans ses histoires, et que là, il le traite avec peut-être moins d'émotion. On n'est pas dans le slasher, on n'est pas dans le truc de la... Enfin, mais évidemment, c'est hyper émouvant, malgré tout, bien sûr. Mais je pense qu'il s'en sert de façon très maligne pour développer son scénario. Et il ne se laisse pas forcément déborder par une émotion qui parfois, peut-être, peut gêner quand tu veux juste dérouler une histoire. Oui, et en même temps, je trouve que la manière dont finalement on parce que ça parle beaucoup d'enlèvement d'enfants, finalement, il y a beaucoup de choses d'enfants, et du coup de trauma, de comment finalement les enfants peuvent ressentir ça, comment on grandit avec ça, comment on interprète ça. Et c'est très intéressant, il le bosse bien. Et juste, je voulais dire qu'il a approfondi avec Erased, il a un peu gagné en maturité, en tout cas c'est l'impression que ça donne, mais sans jamais oublier son côté série B, finalement, qu'on retrouve dans l'île d'Ozuki et dans le berceau des esprits, parce que même si on adore les voyages dans le temps, les voyages dans le temps, il y a un côté série B beaucoup aussi, et c'est ce qu'on aime. Il y a plein de si je pousse un peu, de nanars, où c'est un peu bancal, mais on s'en fout, c'est le voyage dans le temps, c'est super cool. Et lui, donc c'est une thématique qui ne m'étonne pas venant de sa part, mais qui mène vachement bien. Johnny, on t'a pas encore entendu sur Erased. Non, parce que vous avez tout dit, et puis je n'ai pas envie d'interrompre ça. Non, mais moi j'adore la SF temporelle, donc, et surtout comme... Ah oui, mais non, sinon je vais vous spoiler. Ouais, j'allais dire un truc sur le voyage temporel, mais je ne veux pas vous spoiler. Comme on vous a déjà dit que le tome 1, il retournait dans le temps, pas de chance. C'est dans le pitch quand même. À noter que pour les 20 ans des éditions Kyun, vous avez sorti tout un tas de mangas à 3 €, mais genre dans la même édition, genre c'est les mêmes, c'est juste ils sont à 3 € quoi. Et donc dedans il y a les tomes 1 et 2 de Erased, ce qui peut permettre de les récupérer exactement. Et pour la petite anecdote par rapport à Kyun et aux 20 ans, parce qu'on est là pour ça, c'est sûr. Erased, c'est le nom de la série qui est mondiale. Et c'est Ahmed Agne qui a choisi ce nom, qui a proposé ce nom aux ayants droit japonais pour la version française, parce qu'il voulait qu'on traduise littéralement le titre, qui veut dire en gros... Beaucoup d'Akegai Naimachi. Donc la ville où je suis la seule à manquer. Où moi seule ai disparu. Du coup, on trouvait que c'était pas très très vendeur comme titre, en tout cas. Et du coup, on a proposé Erased, et ça a été non seulement accepté pour la France, mais en plus repris à l'international, puisque ce nom sur Netflix, l'anime s'appelle Erased, et partout ça s'appelle Erased. Ouais, bravo. Vous n'avez pas gagné d'argent pour ça, quoi. Non. On a gagné Netflix. Oui. Oui, et du coup ça fait vendre. C'est un cercle vertueux. Non, mais c'est rare en fait qu'un éditeur a le droit de faire ça. C'était le 10e de ce top 10. Après le 10e, normalement on a le 9e, mais pas dans notre top, puisque on a 3 7e ex aequo. Wow. Ah ouais. Super, bam bam, 2 rencontres. Et alors il se trouve, et le hasard a bien fait les choses, il se trouve que dans ces 3 7e ex aequo, c'est quasiment les 3 petits nouveaux de notre top 10 de ce catalogue, c'est-à-dire Akane Banashi, Les Carnets de l'apothicaire et Free Ren. Ouais, logique. 3, 4. On commence. Des filles, des filles. C'est vrai, exactement, ouais. Akane Banashi, donc, l'histoire d'une lycéenne qui se perfectionne dans l'art du rakugo, notamment pour venger son père et comprendre pourquoi la carrière de celui-ci a été anéantie par un grand maître de cet art scénique. Akane Banashi, Julie, c'est toujours un de tes coups de cœur? Je dois dire que moi, j'étais super enthousiaste déjà pour le côté événement. On est allé à l'Olympia, on a vu des rakugoka sur scène. Non, mais c'était très chouette de voir une espèce de
comment dire, concrétisation ou voilà la rencontre du manga et du réel quoi qui se fait sous nos yeux à travers voilà des artistes qui viennent présenter leur art et c'était très émouvant et moi je trouve que c'est toujours attrayant ce mélange des genres d'avoir un art scénique pluricentenaire face à sa version manga qui va à la conquête du monde. Donc voilà, bravo, merci. Johnny, toi, c'était pas un de tes coups de cœur. Alors moi, c'est carrément le contraire. Franchement, le tome 1, je trouvais qu'il n'y avait rien de spécial et j'avoue, sans le dessin, j'avais aucune raison de continuer. Et finalement, je me suis fait happer par le tome 2 et le tome 3. À la fin du tome 2, il y a un cliffhanger de ouf. Après, à la fin du tome 3, pareil. Et franchement, du coup, j'ai demandé tout de suite la suite pour avoir le tome 4 et avoir le premier dénouement de la première intrigue. Franchement, pour moi, c'est la grosse découverte 2023 parce que je pensais pas du tout aimer ce genre de manga, ne serait-ce que parce que pour moi, le Rakugo, en fait, ça a l'air d'être un truc chiant et un truc traditionnel japonais où j'ai pas envie de me plonger dedans. Mais c'est là où, justement, je veux saluer le Shonen Jump, c'est d'avoir osé publier une série de ce genre sur un art traditionnel qui est franchement c'est en totale désuétude aujourd'hui avec tous les divertissements modernes qu'il y a et il y a autre chose que Rakugo et aussi saluer Kiyun au final parce que il partait déjà perdant face à un public occidental qui est déjà à 100 000 lieues du Rakugo. Bref, moi clairement ce manga m'a donné envie de découvrir et d'approfondir cet art humoristique et j'adore l'humour, vous le savez. Et du coup, ouais, là, ça me parle et je trouve ça assez fou d'avoir réussi à faire ce genre de shonen sur justement cet art scénique. Mais tu vois, moi, plus que au Japon, c'est vraiment dans le reste du monde où je me dis, mais comment réussir à convaincre des gens chez qui cet art traditionnel n'a aucune tradition. C'est aussi très fort. Non, et puis moi, je pense que justement, c'est ce qui est vraiment atypique mais charmant, c'est de montrer que même quelque chose qui a l'air vieux, poussiéreux, comme le Rakugo, a des atouts pour rencontrer un public non habitué, qui n'est pas du tout japonais et que ça peut se transformer en des intrigues où les relations humaines sont hyper importantes, où le conte c'est quelque chose d'universel. Et puis il y a des batailles de raconteurs d'histoire. Ça c'est pour les gens qui kiffent les tournois comme toi. Mais est-ce que Akane Banashi c'est un neketsu en fait, complètement. C'est un bon gros neketsu, donc c'est ça qui est incroyable, c'est que non seulement on parle de Rakugo dans un manga, mais dans un manga issu du Shonen Jump, qui fait donc, c'est vrai, essentiellement du shonen, mais là c'est vraiment un shonen neketsu. Oui, qui garde les principes. Allez, Rakugo, et donc qui garde les principes du neketsu, et c'est incroyable parce que ça marche hyper bien, et jamais j'aurais cru pouvoir lire ça dans ce contexte-là. Et en plus, elle arrive à en faire, elle a fait une héroïne hyper stylée, hyper moderne. Ouais, ça va vite, les personnages sont hyper charismatiques, ils sont hyper différents. On se dit que... moi, j'ai été accrochée dès le tome 1, contrairement à Joe. J'ai voulu la suite très, très vite. J'ai trouvé que c'était hyper accrocheur. Et pourtant, j'y connaissais rien au Rakugo. Ça m'attirait pas du tout. Mais le manga, il marche mais tellement bien. Et on est tellement heureux de l'avoir au catalogue. Et on sait que ça va monter, ça va monter, ça va monter. Akane Banashi, tout comme les carnets de l'apothicaire, tout comme Frieren, tout comme plusieurs des mangas de ce top 10, étaient dans nos tops annuels de la 5e de couve, donc c'est pas si surprenant que ça de les voir ici. C'était le cas notamment des carnets de l'apothicaire. Là, on est face aux enquêtes d'une jeune servante aux talents pharmaceutiques indéniables. Oui, des talents pharmaceutiques, on est dans le manga. Elle-même dans un palais de jade où les dangers ne sont pas forcément ceux que l'on imagine. Police... Enquête policière plutôt, intrigue à la cour, histoire d'amour. Mais c'est quoi ce mix improbable? Mais en tout cas, c'est une des séries stars du podcast. On peut le dire, je pense nous on aime beaucoup. Dès qu'il est sorti, on était happés par l'univers, par les différents styles qui sont proposés par cet univers-là. Et c'est, comme tu dis, il y a de tout, des intrigues, des machinations, les filles, parce que c'est un gynécée qui est clos, elles se tirent dans les pattes, mais de façon assez violente, parce qu'il y a des enjeux quand même. Il y a toute une cour impériale qui attend des héritiers. Oui, puis on n'est pas une personne. Il y a vraiment des morts dans le manga. Oui. Et puis il y a des morts, il y a des choses à la limite du fantastique. Et en plus, le dessin de Neko Kurage qui fait
qui fait mouche à chaque fois, je trouve. Donc c'est moi j'étais tellement contente que le succès de cette série. Après tu dis série star du podcast, série star du marché du manga actuellement ou quoi même. Oui, mais bon, je parlais de nous. C'était pas dit. On est hyper content parce que pour le coup, même si l'anime donne toujours un nouveau relief à une série. Les Carnets de l'apothicaire, c'était déjà un succès avant l'arrivée de l'anime. Et c'est un succès qui s'est fait avec le bouche à oreille, via les réseaux, via tout ça. Et on est hyper fiers et hyper contents parce qu'on s'y attendait pas trop, c'était pas dit du tout. Et les gens y ont cru très vite. Et il y a eu un très très beau bouche à oreille. Et ça a été un succès très 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 rapide. Ouais, du coup, moi, je garde mes distances parce qu'il y a eu trop de succès, les gens, ils s'envolent trop sur ce titre. Mais j'avoue, au début, moi, j'ai bien aimé, même s'il y avait des trucs un peu cucu. Mais j'ai l'impression que la tendance est quand même très féminin sur ce titre. Et ce qui me rebute un petit peu plus, où je me dis, je vais attendre de voir ce que ça donne, parce que là on est à combien ? On est à 13 tomes, 14 tomes. J'attends de voir quand il y en aura peut-être 15 ou 20, ouais. Ah bah, t'es plus dans Ou alors des arcs. Non, mais t'as des plus arcs. beaucoup à attendre. En fait, je veux voir ce qu'il y a comme marque et voir comment évolue tout ça. Mais là, il y a eu trop d'envolées populaires dessus. Je fais, non, là là, il fait son et snob. c'est un peu le contraire. Je fais non, il y a trop de gens maintenant. Je vais aller plus. Mais ça arrive souvent quand il y a des hypes comme ça qui montent. Bah parfois les gens se disent... j'étais content parce que j'étais tout seul et puis après tu vois. Oh là là, le snobisme. Après le personnage de Mao Mao est super charmant. Oui, vraiment drôle. Elle est intelligente, elle est futée, mais en plus elle a du savoir quoi. Elle n'est pas là pour faire la cruche. Ah oui, c'est exactement ça. Et en plus c'est ça qui est bien. Il y a vraiment même des intrigues et des romances improbables qui se déroulent dans ces décors là super historiques. En plus on sait pas trop. C'est super fantasmé. Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est la Corée? Exactement. Et donc, je trouve que c'est vraiment... Il y a une espèce de plasticité de l'exotisme qui est hyper agréable. En tout cas, super divertissante, quoi. Je trouve que c'est drôle, en fait. Ce qui retient, c'est que les personnages, on les retient très vite, on s'accroche très vite. Et Mao Mao, elle est à la fois effectivement intelligente, elle résout des enquêtes, c'est cool. Mais en fait, son personnage est super marrant et du coup hyper attachant à suivre parce que elle se laisse pas faire, mais c'est toujours, ça donne toujours à la fin un côté marrant, quoi, où tu fais je le sais. Oui, puis au bout d'un moment, tu te dis quand est-ce qu'ils s'embrassent Évidemment, t'as ça aussi. Il y a des grenouilles. Il y a des grenouilles. Ah, les grenouilles. J'ai vu moi aussi parce que je me suis fait spoiler. Merci. Les Carnets de l'apothicaire qui est aussi dans votre opération. En fait, quasiment pas tous, mais une grande partie des mangas qui se retrouvent dans ce top. C'est aussi les mangas que vous adorez vous, puisque vous les avez choisis pour être dans l'opération des bouquins à 3 €. T'as vu, comme quoi, on se retrouve tous assez vite. Free Ren, c'est la suite. C'est aussi le 3e des 7e ex-aequo. Vous m'avez suivi, 3e et 7e ex-aequo. Il y a eu plusieurs chiffres et j'ai réussi. L'histoire d'une elfe à la longévité incalculable qui démarre une nouvelle campagne d'aventure sur les cendres de la précédente. Moi je dirais Free Ren, ou comment te mettre une vraie aventure de fantasy à l'ancienne dans un emballage super moderne, avec même un décalage à coup de non, on va pas vous montrer une quête avec une elfe, un mage et un nain, non, ça va être autre chose. Non, ça va être une quête avec une elfe, un mage et un nain. La même chose. Tu parles, oui, c'est pareil, mais c'est vachement bien, c'est pas grave. Nous, c'est ce qu'on voulait, on s'en fout du reste. Qu'est-ce que c'est que ce résumé? C'est un vrai résumé. C'est un vrai résumé. On commence par un décalage pour ensuite te recaler. C'est super bien fait de la part Après, c'est tellement plus que ça. Oui, alors bien sûr que c'est plus que ça, mais le début il est très chill. Déjà moi, c'est un peu ça, c'est la tranche de vie, c'est pas trop ma cam. J'en avais déjà parlé de toute façon quand j'avais fait l'émission Free Ren, mais après il y a pas mal d'action en vrai. Il y a un bon rythme, ça alterne vraiment ce rythme de on est tranquille dans le temps, il y a la durée, et puis tout d'un coup il va y avoir des combats. Et puis Free Ren elle va tout défoncer parce qu'elle est trop forte, mais tu vois ça alterne bien. Il n'y a pas que elle qui se bat. Oui, mais c'est elle la se plus bat forte. beaucoup. Oui, non, mais tout le monde se bat, j'entends, mais Free Ren, elle est vraiment forte. Ouais, elle est vraiment forte. Non, mais c'est parce que oui, effectivement, Free Ren, elle est vraiment forte, mais c'est parce qu'on n'est pas là pour l'avoir. On n'est pas du tout là pour l'avoir grandir en force, en fait. On est là pour l'avoir grandir en tant qu'être. Du coup, elle est là pour découvrir ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que l'importance des souvenirs, l'importance des gens qui t'entourent, l'importance du vécu finalement, qu'est-ce qui va te nourrir, qu'est-ce qui va te forger.
qu'est-ce qui va te faire avancer et te faire grandir. C'est tout ça et c'est ça qui est beau. Moi je vote et je dis Frieren elle est trop forte, pardon. Et on veut la voir défoncer des mecs avec sa puissance. Non mais après c'est vrai que Victoire dit quelque chose de très vrai, c'est qu'au début on a l'impression qu'elle est très froide, elle n'a pas de sentiments parce que justement comme elle vit plus longtemps que les autres, on a l'impression que c'est vraiment ses sentiments sont détachés et c'est là que sa nouvelle quête, on va dire, d'aventure, c'est finalement sa première quête initiatique de se découvrir intérieurement par rapport à qui étaient ces gens avec qui elle a vagabondé, pour elle vagabondé, pendant toutes ces 50 ans. Et c'est là où tu te découvres, que elle aussi peut changer et évoluer à ce moment-là, alors que c'est une elfe qui vit super longtemps. Ça se trouve, elle fait sa crise d'adolescence. Hein. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, à 980 ans, elle fait sa crise. Non, mais elle se rend compte aussi que sa première quête, elle l'a peut-être pas vécue assez à fond. Ouais, elle se rend compte surtout que cette première quête l'a beaucoup plus marquée qu'elle ne pensait. Lise-le, quoi. Faut le lire. Ki-hoon, pour le coup, si vous faites un peu confiance aux choix éditoriaux de Ki-hoon, ça faisait très longtemps. Nous, vous savez, on a un amour, surtout Ahmed Agne, notre directeur éditorial, il aime la fantasy, il aime la dark fantasy, il aime l'heroic fantasy, il adore ça, c'est dans ses veines. Et ça faisait très longtemps qu'il cherchait un titre d'heroic fantasy qui le fasse vibrer comme il avait eu dans les premiers temps et les premiers achats du catalogue. Et Frieren, ça a été la révélation, un énorme coup de cœur. Donc il est hyper content de l'avoir au catalogue et on est hyper fiers. Passons maintenant à la 6e place de ce top 10. Seulement un seul 6e. Hein. Après, il y avait que 3 ex-aequo, c'était cela. Manga iconique du catalogue. Manga qui aussi a fait découvrir une autrice incroyable. Ce manga, c'est Silent Voice. Une histoire à la fois belle et dramatique entre 2 élèves qui vont se rapprocher peu à peu au lycée malgré leur passé. En effet, Shoya a mené la vie dure à Shoko en primaire parce que celle-ci est atteinte de surdité. Oh là là, comment j'ai été secoué sur ce titre. J'ai eu la chance de jamais avoir eu affaire à ça dans ma vie, même de près ou de loin. Et pour moi, c'est aussi le premier manga impactant qui parlait de faits de société comme celui-ci, avec en plus la dimension du handicap. Il y a énormément de couches différentes dans ce titre. Et pour moi, c'est vraiment un intemporel maintenant, Silent Voice. On voit pas, mais tout le monde hoche la tête. Oui, et puis surtout, moi, comment dire, je lui reconnais d'énormes qualités, mais il m'a tellement bouleversée que je peux plus, comment dire, des fois j'ai encore des appréhensions à le relire ou à en parler parce qu'il y a des scènes qui sont restées. Le tome 1 est très très dur. Mais même plus loin. Oui, même plus loin. Hein, et des fois, il y a des réactions de personnages qui sont intenses. Et quand on pense exactement à la même scène. Avec non, mais allez-y, décrivez-la. C'est pas. On n'est pas sur. C'est quand des adultes s'en mêlent. En fait, quand ça prend, il y a vraiment des ampleurs plus. Il y a beaucoup. En fait, c'est très complexe comme scénario. Donc ça va beaucoup plus loin que juste des brimades. Enfin, ça prend d'autres dimensions et il y a d'autres personnages qui rentrent dans l'histoire et à un moment donné où les adultes arrivent en fait à un moment donné et on se dit bon, ils vont être ceux qui vont être le plus posés, ceux qui vont pas se laisser leurs émotions finalement brutes prendre le contrôle et en fait si. Il y a une claque monumentale. Il y a des claques monumentales dans tout le manga, je crois. Il y a des confrontations entre finalement des plus jeunes et des adultes où tu fais waouh. Et en vrai, ça te paraît fou. Et en fait, tu dis, mais en fait, dans la réalité, en tant qu'adulte, c'est tellement, tellement dur de dire, attends, je joue l'adulte. Non, on a tous des sentiments, on a tous des émotions, et parfois, Et du coup, ce manga est tellement criant de vérité sur plein de choses. On en prend tellement plein la figure parce que je pense que tout le monde, à un moment donné dans l'histoire, peut s'y reconnaître. Et on peut voir aussi à quel point on peut faire du mal sans s'en rendre compte, à quel point que tout le monde vit à travers ses points de vue, ses sentiments, ses émotions. Il est incroyable ce manga, il est fou. Johnny, on t'a pas entendu sur Silent Voice ? Non, parce que honnêtement, moi là pour le coup, c'était vraiment le choc de lire les premiers tomes. Parce que je suis empathique, personne ne le croit, mais je le suis. Non, je regardais juste que je me disais, c'est le genre de manga qui forcément a énormément de prix. Et je voulais confirmer ça. Et du coup, je regardais, mais il a eu tous les prix du monde. Parce que c'est justement quelque chose qui peut-être est resté dans l'ombre et qu'il faut mettre en lumière. Parce que ce genre de comportement, ce genre de choses
arrive tous les jours finalement. Et c'est pas que parce qu'il y a eu un handicap particulier où là on parle d'une sourde, mais il y a tout. Ça peut être aussi parce qu'elle a plus de jambes ou quoi que ce soit. Et ce manga a eu la force de le mettre et a été reconnu au moins par tout le monde. Et ça, c'est bien. Il est incroyable ce manga et je suis très fière parce qu'on a réussi vraiment à le travailler chez Ki-hoon et aujourd'hui il est dans tous les CDI. Il est beaucoup utilisé comme outil autour justement du harcèlement, de l'acceptation du handicap. Donc c'est un manga qui a traversé juste la phase de on le lit et c'est cool. Il est vraiment allé plus loin et ça c'est chouette. Silent Voice de Yoshitoki Oima. Là aussi il y a les tomes 1 et 2 qui sont pas chers. On est donc à la moitié de cette émission. Il est l'heure de passer au top 5. On rigole plus. Allez. On rigole plus. Là, fini, là, les petits nouveaux, là, les Frieren, les Akanebanashi, là, on sait pas ce que c'est, là. Maintenant, on passe au vrai manga, le top 5. Le vrai manga. Le mec, en fait, des thèmes, tu sais. Il va se faire tuer, le gars. Le vrai manga. Non, on parle d'un auteur emblématique. On parle d'un auteur Ki-hoon. Je sais pas comment, en fait, c'est ça. comment parler autrement de Tetsuya Tsutsui. Et est ressorti un titre plus que les autres dans notre sélection. Devant Dodson, devant Prophecy, devant plusieurs Reset, ça je comprends pas. Mais devant allez-y. Exactement. Allez-y. Ouais, tout à fait, t'as raison. Ce titre qui est ressorti, c'est Manhole. La police enquête sur la mort d'un homme qui est touché par un étrange virus et derrière ce qu'il semble être le début d'une épidémie se cache peut-être une machination. Oh là là. C'est des visionnaires. Oui, c'est vrai. Hein. Ouais, super thriller. Moi, je pense que c'est mon manga. Alors, c'est pas très objectif et c'est pour ça qu'on fait ces tops là au feeling, au ressenti, parce que c'est difficile d'être objectif avec certains titres et avec Manhole parce que moi c'est le manga par lequel j'ai vraiment découvert Tetsuya Tsutsui. J'ai peut-être lu un autre j'avais peut-être lu Dozent avant mais je m'en souvenais pas forcément, ça n'avait pas autant marqué que Manhole. Que la première scène, juste la première scène, elle est folle, elle est incroyable. Elle est horrible en même temps. Oui. mais elle est géniale. C'est vrai que je repense à ce que tu viens de dire, mais c'est un auteur Ki-hoon en fait. Vraiment, il est au catalogue depuis le tout début, je crois. Hein, et vraiment, c'est fou parce que je pense qu'il a accompagné votre maison d'édition pendant ces 20 ans. Quoi. C'est incroyable parce qu'il est encore là puisqu'on vient de sortir son nouveau titre, Knitting Life. Mais oui, c'est le deuxième titre que les éditeurs de Ki-hoon ont sorti. Ils l'ont découvert sur Internet. Ils regardaient un peu, ils sont tombés sur son site, ils ont découvert Dodson et ils ont dit mais c'est trop génial, il faut absolument qu'on édite ça. Et donc l'auteur n'était pas édité au Japon à l'époque. Par contre, Manhole, il a été édité d'abord chez Square Enix et c'est Ahmed et Cécile ont racheté les droits à Square Enix en disant bonjour, nous on a fait Dodson, c'était vachement bien. Vous l'avez découvert un petit peu finalement via le titre qu'on a édité. Est-ce qu'on peut racheter les licences? Et c'est grâce à ça que non seulement donc, ils ont racheté les licences de Tsutsui, mais que le catalogue Square Enix, Square Enix a ouvert son catalogue super. à Ki-hoon et c'était les premiers éditeurs. Ouais, donc c'est même en fait Tsutsui qui a permis, qui a été le cheval de Troie. Quoi. Complètement, donc il a 2 fois plus d'importance encore dans la maison et dans nos cœurs. Johnny, Manhole. Et ben moi, Manhole, alors c'est pas le premier parce que moi j'ai découvert Reset en premier. C'était du jeu vidéo, du coup, moi j'adorais. Non, c'est un très bon thriller, rapide, concis, haletant, 3 tomes, franchement, duo d'enquêteurs attachant et entre un vieux enquêteur et une jeune femme. Mais en tout cas, non, et je comprends. Il y a un truc que par contre je comprends pas, c'est qu'il est sorti en 2005 et pour moi c'est le genre de manga où tout de suite tu fais un film. Tu le vois direct en film, ce truc-là. Les droits ont été vendus, je pense. Oui. Et ils sont vendus à chaque fois, même quand tu fais un projet de roman, etc. Mais tu vois, je me dis, faire dans l'année d'après, maintenant c'est trop tard parce qu'entre-temps, on a eu 1 milliard de films sur les virus et la contagion. Alors que franchement, tu mets Manhole directement à l'époque, en 2005, 2006, 2007, honnêtement, il cartonne. Si tu veux, la semaine prochaine, comme on reçoit Ahmed pour faire l'anniversaire Ki-hoon, pour revenir un peu sur ses 20 ans, on lui posera la question sur les adaptations Tetsuya Tsutsui, s'il y a des choses qui sont en cours. Parce que tu vois... il y en a eu une déjà. Ouais, j'ai regardé justement la sortie de Contagion, qui est un film assez emblématique dans les virus, et c'était en 2011. Et Manhole, ça date de 2005. Et il faut pas... voilà. On aurait pu faire un truc de malade. Moi, je pourrais rajouter quand même sur Manhole que c'est hyper bien ficelé. C'est en 3 tomes et ça se tient hyper bien. Il n'y a pas un moment où on souffle.
et ça fait peur parce que non, mais ça te donne une aperçu de à quel point un virus peut se propager hyper rapidement par des petits faits, des tout petits riens. Et finalement, si on a l'impression de l'avoir un peu vécu en 2020, mais là, c'était avant l'heure. Et 15 ans avant. C'est fou. Bah, c'est clair, en 2005, se laver les mains, c'était 10 fois mieux qu'en 2020. Mais les Japonais font ça depuis longtemps. Bah, voilà. Là, ça passe par les moustiques. Non, mais incroyable, vraiment hyper bien ficelé. Parlons du 4e de ce classement. On se rapproche du top 3 avec le multiprimé Bright Stories. Bright Stories, histoire de mariage en français, et ça commence donc par un mariage, celui d'Amir, une talentueuse chasseuse notamment, dans l'Asie centrale du 19e siècle, mais son clan décide d'essayer de la récupérer afin de la marier à un autre homme d'un clan plus puissant. Là encore, j'ai l'impression qu'on est face à une autrice Kiyun. Ah oui, Kaoru Mori, franchement... que dire que sinon que ses dessins sont somptueux. Les histoires qu'elle propose sont toujours un régal. Et franchement, pour moi, c'est vraiment une autrice qui est accessible pour les néophytes du manga. Parce que tu ne peux être que, tu ne peux que reconnaître que elle s'est dessinée. Le talent qui est déployé. Alors, sa première série, c'était sur la reconstitution de l'Angleterre au 19e siècle à travers l'histoire d'Emma. Mais là, on est sur quelque chose d'encore plus ambitieux. Il y a des costumes, il y a comment restituer la vie de ces gens qui habitaient en Asie mineure à une période où finalement, peut-être il y a peu de documentation qui est très très répandue. Et là, je trouve que c'est vraiment vibrant. C'est du manga qui te happe, qui a une espèce de souffle. Vraiment, c'est fabuleux, quoi. Et moi, je me souviens que j'avais acheté le Fellows, où il y avait le premier épisode de Bright Stories. Le magazine dans lequel est prépublié. Parce que j'avais la chance d'être au Japon à ce moment-là. J'avais feuilleté, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc, il est gardé précieusement chez moi. Et, il doit avoir de l'argent. Hein. Je sais pas, mais je ne te le donnerai pas. Et je ne te le vendrai pas. Dit que je vais le voler. Oh mon Dieu. Non, mais je suis d'accord, il y a vraiment un souffle. Je sais pas comment le dire autrement, mais il y a un souffle. Mais surtout, c'est tellement subtil. Oui. C'est subtil dans le scénario, c'est subtil dans les thèmes abordés, c'est subtil dans le dessin. Et quand on sait qu'elle fait quasiment tout à la main, et que ça parle broderie, ça parle gravure sur bois, ça parle tissage, tissage, merci, tisserage. Tissage de tapis, c'est incroyable et tout est subtil. Oui. Et à la fois, tout le monde peut rentrer dedans. Et effectivement, comme tu disais, j'ai mis mes parents au manga avec Bright Stories. Ah. Et vous avez eu combien de prix avec Bright Stories ? On a eu tous les prix du monde. Ouais, on est d'accord que c'est le manga qui tous les prix du monde, rien que ça. Non, le prix de Nobel de la paix, c'est Bright Stories. Non, notre premier prix à Angoulême, c'était avec Bright Stories. Ouais. C'est classe. Ouais. Bah oui, c'est classe. Franchement, excuse-moi, mais il y a rendez-vous compte que en une scène de chasse, il n'y a pas de dialogue et on comprend tout, on comprend on sent limite la peur du lapin qui voit débouler le cheval et la tension que que Amir met dans ses gestes pour pouvoir tirer à l'arc et tout. C'est incroyable et bien sûr, en tant que lectrice, tu ne peux que te mettre à la place de tous ces personnages féminins parce qu'après elle déploie toute une galerie de personnages qui ont des caractères, des trajectoires incroyables et franchement c'est super emballant, quoi. Ouais. Alors moi c'est de la tranche de vie, du coup c'est pas ma cam, j'ai déjà dit. Mais c'est pas que de la tranche de vie finalement. Non, justement tu te fais piéger. Après c'est très très beau, là il y a rien à dire. Mais ça reste que j'ai mis une bonne note justement parce que le manga vaut cette note-là. Il est très bien, il est incroyable. Il est sensible, il est féministe, mais et il est intelligent. C'est comme tu disais, c'est subtil. Il est travaillé. Elle est passionnée par le 19e siècle. Ça s'est vu à travers Emma déjà qu'il faut lire. Si vous aimez Orgueil et Préjugés, si vous aimez tout ça, il faut le lire. Et c'était chez Kurokawa. Donc finalement, c'est une autrice qui était... Mais on a réédité en grand format. Mais c'était pour dire c'est une autrice Kiyun. Mais en fait, Kurokawa est passé par là quand même. Dire qu'ils ont de bon goût, ces gens. Mais du coup, elle se documente énormément. Donc c'est aussi intelligent dans son scénario parce qu'on sait qu'on lit pas n'importe quoi et qu'elle a fait beaucoup de recherches pour nous raconter son histoire.
place maintenant. Attends, je voulais juste dire. Oui, si, Bright Stories est dans votre opération, si je dis pas de bêtises. Oui, aussi. Très bien. Est-ce que Hubelblatt est dans cette opération également? Bon, bah voilà, c'est bon, vous avez mis tout notre top en fait dans cette opération. Et la prochaine fois, vous nous embauchez. Nous, on choisit les mangas que vous mettez à 2-3 euros. Ne faites pas voter. Il y en a d'autres qu'on n'a pas gardé quand même. J'imagine, oui, bien sûr. Passons donc au top 3 Bitter Virgin que vous pouvez aussi découvrir si vous n'avez pas encore écouté l'émission la semaine dernière sur les mangas oubliés. Troisième, le top 3, ça y est, là on y est. Là on est dans les finalistes. On est sur le podium. Il n'y a pas d'ex-aequo, moi je vous le dis. Ah non, clairement. Avec une icône de la dark fantasy manga en France, Hubelblatt. On était obligé. Alors moi, au moment où on a commencé à le faire, je me suis dit mais pourvu qu'il y ait Hubelblatt. Alors que oui, mais moi aussi après, j'ai pourvu qu'il y ait mais après en vrai c'est compliqué Hubelblatt. Oui. Moi parce que vraiment on note sur notre ressenti de lecture etc. Et clairement moi je me rappelle Hubelblatt c'était vraiment incroyable. C'est de la dark fantasy bien dark, mais je pense que si on le relit aujourd'hui. Avec le fan service, ça peut être compliqué. Moi, maintenant, j'arrive à faire abstraction là-dessus. Donc, tant le scénario et le dessin, en fait, je suis heureux. Parce que Hubelblatt, c'est clairement la référence. Après, malheureusement, à cause du fan service, ça le dépeint. Bah justement, je vais te répondre dans un instant. Faisons le pitch rapidement de ce manga pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Pour lutter contre l'armée des ténèbres, 14 guerriers sont envoyés. Seulement 7 reviennent, car 3 sont morts au combat et 4 ont été exécutés, soi-disant pour trahison. Mais 20 ans plus tard, Koinzel, un rebelle, fait parler de lui, bien décidé à se venger de la trahison de ses camarades revenus victorieux. Voilà, il y a beaucoup de trahison. Il y a du drama là. Qui a trahi qui? Exactement. Moi, à l'époque, je le vois. J'étais pas un lecteur de Berserk. J'étais parti du principe que Berserk c'est pas fait pour moi. J'étais pas un lecteur de Berserk. Moi, j'étais un lecteur de Hubelblatt. Ah. Ouais, c'est vrai. Et moi, à ce moment-là, alors Berserk est plus ancien, bien évidemment, mais c'était à nous, lecteurs d'Hubelblatt, on faisait des clans comme ça, on se retrouvait à la bougie. Mais attends, mais t'as fait allemand, c'est pas allemand, toi, non? C'est exactement. Ouais, c'est pour ça. Allemand, oui, nous, les gens qui ont fait allemand première langue. Voilà, c'est ça. C'était notre Berserk, rien qu'à nous. Donc, c'est évidemment très différent de Berserk, mais il y avait une forme de guéguerre qui était presque Blur Oasis, tu sais, à une époque, entre lecteurs de l'un ou de l'autre. Alors, tu le mets où? Je le mets pas. Non mais voilà, c'était j'avais ce souvenir là de l'époque de la découverte de Hubelblatt qui a un fan service évident, choquant par moment, mais je pense que ce fan service ou ces parties choquantes, fan service c'est pas que la partie sexuelle entre guillemets, il y a plus, on va nourrir aussi le fan de fantasy avec pas mal d'éléments qu'un fan de fantasy aime retrouver, et ça c'est normal, finalement c'est presque des codes. Et ces défauts-là, je trouve qu'une fois qu'on a tout lu, qu'on laisse un petit peu reposer et qu'ensuite on repense à ce manga, j'ai l'impression qu'il reste surtout les bons souvenirs et puis la hargne. Hargne de Koinzel, le personnage, il incarne le manga. Alors qu'il est dans le corps d'un elfe qui a l'air plutôt gentil. 12 ans, qui a 10 ans, mais on en discutait juste avant là, avec Victoire et on se disait... mais on avait complètement oublié certaines scènes qui sont hyper traumas. Franchement, le tome 1 avec, il doit y avoir un cheval dedans. Il y a le cheval, il y a quand il doit remercier la fille qui l'a sauvé, ou il a sa façon à lui de la remercier très très vite. Et en fait, on en parlait avec Julie et on se disait, mais c'est fou, on a complètement oublié. C'est pas ça qu'on a retenu. Bah non, moi j'étais tellement emportée dans l'histoire et toute cette histoire de trahison, toute cette histoire de pouvoir d'Aile Noire, c'est incroyable. Ça est incroyable, on est complètement emporté et le reste, pouf, aux oubliettes. En revanche, il y a le bingo du trash qui est vite gagnable là. Oui. Non, mais c'est clair que si on n'est pas prévenu et qu'on s'arrête à ça, on loupe énormément de choses parce que le manga est fou. En plus, il y a eu une petite pause pendant un moment où j'en parlais la semaine dernière avec Ziram Spedler, où pendant 3 ans, l'auteur a fait une pause parce qu'à la fin de son tome 10, je sais pas, il était en burn-out. Ziram Spedler est arrivé. Trop de trash. Et là, je sais pas pourquoi, peut-être que ça l'a motivé. Il est reparti. Et après, on a eu un peu pareil, un rythme un peu saccadé. Mais finalement, on a atteint les 24 tomes avec la finalité et la conclusion de cette histoire qui était incroyable. Non, moi ce que je peux dire sur Hubelblatt, c'est que son auteur, j'ai eu la chance de pouvoir, on l'a reçu en France et de pouvoir m'en occuper.
je sais pas comment dire, c'est un de mes très très beaux souvenirs. Peut-être parce que on bride plus les auteurs aujourd'hui, ils sont peut-être plus cadrés, enfin ils ont moins de temps. En tout cas, l'auteur du Bullblatt, il est arrivé en France et il a fait waouh. Je m'attendais pas avec autant de fans. Quand il est arrivé, je me souviens toute ma vie. À l'époque, c'était encore le Virgin Megastore. Oui, je me rappelle. Sorry les gars. Il est arrivé au Virgin Megastore pour sa dédicace. Il a vu le nombre de gens qui attendaient. Il s'est levé de sa chaise et il a fait waouh. Et il devait faire, je crois, 1 heure ou allez, 1h30 peut-être max de dédicace. Et il est resté plus d'1 heure de plus pour que toutes les personnes qui soient venues et qui avaient fait la queue repartent avec leur dessin. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, Hubelblatt a été encore plus dans mon cœur. Pour essayer d'imaginer un petit peu comment était ce Virgin Megastore des Champs-Élysées à l'époque, il y avait un grand escalier tournant et donc les gens pouvaient, ça faisait très vite du monde, c'était très vite impressionnant. Et là, en fait. ça faisait tout l'escalier et il a fait un nombre de dédicaces, il devait en faire 70, je pense qu'il a fait 4 fois ça, quoi. Enfin, c'était fou, c'était fou. Et pour Hubelblatt en soi, c'est un incroyable titre. Enfin, vous aimez la dark fantasy, vous aimez la fantasy, il faut lire Hubelblatt, quoi. Si vous l'avez pas lu, c'est pas normal. Hubelblatt de Ettoroji Shiono. Tu voulais dire un dernier mot là-dessus, Johnny? Non, mais en tout cas, j'étais contente de cette conclusion avec 23-24 tomes là, d'Hubelblatt. Et en tout cas, cette année, il y a eu beaucoup de news parce qu'on a eu l'annonce de l'anime qui arrive. J'ai vu la bande-annonce, c'est incroyable, elle est très belle. Et surtout Hubelblatt 2. Donc, il s'est pas fait chier. La suite du retour de la vengeance. Non, mais ça se passe en un fait, an après. c'était pas 14, mais 15. Tellement de. Et il y en a un qui était planqué tout le long. On ne change pas les chiffres. Et qu'on a oublié et il revient. Mais ça se passe 1 an après la bataille contre Glenn. Du coup, Koinzel va mater la rébellion. Bref, je vous passe les détails. Donc, anime plus suite du manga, c'est parti. Je pense qu'il était souvent dans la liste des animés les plus attendus. Hubelblatt avec Psyren. Tu m'étonnes. Psyren toujours là. Évidemment. Hubelblatt donc de Ettoroji Shiono. On arrive au top 2. Deuxième. Ce top 2. Moi, j'y croyais pas. Deuxième, le chouchou ultime. Franchement, comme pour Hubelblatt, au début, au moment où on a commencé à mettre nos petites notes sur les mangas, je me suis dit, pourvu que les gens y mettent une bonne note sur ce titre, ce serait pas mal qu'il soit au moins à la 10e place. Il arrive 2e, ce truc de fou. Black Torch. Wow. C'est mais ouais, c'est un des meilleurs mangas que dans ce top de ressenti. Ouais, dans ce top de ressenti, mais surtout dans la case dans laquelle il joue, tu vois, c'est pas de la dark fantasy, on est vraiment sur un shonen d'aventure, de baston. À une époque où on avait aussi des choses assez modernes qui sortaient, et lui, je trouvais qu'il était vraiment bien pour faire la liaison entre ces nouveaux mangas d'aventure et d'action et l'ancienne époque. Et voilà, Black Torch est arrivé pile au bon moment, et il avait tous les ingrédients pour nous plaire à notre génération, je pense. L'histoire de Black Torch, on est avec un personnage qui est hanté par le fantôme d'un chat noir, le jeune Jiro, et il va donc combattre des monstres surnaturels aux côtés d'un commando d'élite de ninja. Il y a tout dessus. Ninja, chat. Oui, mais pour moi, c'est un titre parfait parce que effectivement, il articule un avant, un après dans l'histoire du shonen, c'est vrai. Mais il y a vraiment le fait que il est compact. Il y a 5 tomes. Il est beau. Le dessin est quand même. C'est pas 5 tomes. Si, il y a 5 tomes. Il est vraiment très beau. Le dessin, le chat est super joli, naturel. Et pour moi, comment dire, si on se dit les mangas, voilà. Et pour les gens, encore une fois, qui sont pas familiarisés et qui veulent pas s'engager dans une série où ils n'en voient pas le bout, pourquoi pas commencer par Black Torch? Moi, j'aurais adoré ne pas en voir le bout. Oui. Mais en même temps, moi, je pense que il y a une espèce de comment dire, encore une fois, c'est des ninjas modernes, et c'est du manga moderne. On fait pas des titres à rallonge, et tu vois, on essaie de compacter les choses dans une histoire qui a une fin assez vite accessible, quoi. Et puis je trouve que c'est un manga de baston, et de belles bastons, parce qu'il gratte tellement bien. La double page du premier chapitre. Là là. En fait, on lit ce manga déjà rien que pour les dessins. C'est envoûtant. Tellement il a un coup de crayon, mais d'une finesse,
c'est subtil, il y a beaucoup de traits, c'est très descriptif. Enfin, c'est j'adore. très délicat. Voilà, et en même temps, c'est hyper nerveux, voilà, très dynamique. Et pourtant, en 5 tomes, il arrive à la fois à faire des très beaux combats, mais aussi à avoir des temps un peu plus calmes, où il explique très bien le scénario et finalement tout tient la route. Et donc c'est très dense à lire. Mais du coup, on a peut-être que 5 tomes, mais on a une histoire qui tient la route et qui est dense, il y a un passé, un présent, il y a des enjeux, chacun est charismatique, et la morale est hyper intéressante. Il aborde des sujets très intéressants sur le bien, sur le mal. Alors bien sûr, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais je trouve que ces axes de réflexion sont très intéressantes, sont très intelligentes, et il laisse beaucoup de portes ouvertes. Il ferme rien. Ouais, moi je pense que c'est ça la plus grosse frustration, c'est qu'il fait 5 tomes et tu sens que lui, il aurait voulu que ça soit plus. Donc c'est là où c'est un peu dommage, où on a des histoires qui sont restées ouvertes. Mais clairement, le dessin, comme diraient les jeunes, il est trop dark, tu vois. Mais les jeunes de quelle année Alors il paraît que t'as 25 ans et que t'es un peu bobo, tu te dis c'est trop dark. Ok, si c'est trop dark alors. Non mais clairement, pour moi le dessin est vraiment banger. C'est vraiment ouf. Et au-delà de ça, pour l'avoir relu récemment, c'est quand même un titre qui date de 2016. Hein, et pour l'avoir relu récemment, je trouve que le tome 1 est trop lent. Malheureusement, quand tu sais que maintenant il fait 5 tomes, tu te dis on a perdu trop de temps sur le tome 1. Et tu te dis, si l'auteur avait pensé ça tout de suite en 5 tomes, bien sûr, personne ne fait ça parce qu'il veut que la série soit aussi longue, et il l'aurait fait 10 fois mieux. Et c'est ça qui est dommage en fait. Je suis pas sûr. Parce que moi, je trouve que ce tome 1 est trop lent. Parce que quand tu sens qu'il accélère au bout d'un moment, et tu sens même que le combat final, il est incroyablement beau et il détonne de ouf. Ça pète de partout. Il y a de la dynamique. Tout ce que mais s'il l'avait fait plus rapide, est-ce qu'il aurait aussi bien dessiné autant de choses dans le tome 1 ? Mais je pense que c'est pas une question de dessin, c'est vraiment une question de rythme à avoir et d'enchaînement logique, parce que tu sens que il a posé des bases et tout d'un coup ces bases-là, on les fout un peu de côté. Et ça vole un peu en éclat sur les tomes 4-5 parce qu'on a dû lui dire bon, finalement on te coupe les vibres. Et de toute façon il le dit à la fin quand vous enlevez la jaquette, derrière il parle le mot lecteur qui est très intéressant, et il remercie tout le monde parce que c'est sa première série, voilà, il a fait ses premières dédicaces, donc c'est là aussi il a mis ses armes, et rien que pour ça c'est super important de pouvoir lire Black Torch, parce que on découvre un auteur qui a un talent énorme, et même si il a été coupé un peu rapidement, au moins c'est sa première série et vous voyez ce que ça donne. Oui, mais moi je trouve ça bien enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas une première série aussi impactante quand même. Et puis, maintenant, je veux dire, c'est quand même très rude, il y a beaucoup de concurrence. Et on peut toujours aussi se consoler en lisant son autre série, puisqu'il a continué. Ouais. Franchement, mais c'est là que justement, tu penses que c'était trop court. Moi, je trouve que il a su garder le même. En fait, c'est ça qui est vraiment génial dans ce catalogue Kiyun, c'est qu'on voit que tous les mangaka ont une très forte personnalité graphique, et on la retrouve avec Earthgear. Et comment tu l'avais appelé toi déjà? Le cœur vitesse. C'est ma traduction littérale que j'adore. Mais en fait, les dessins sont tout aussi somptueux, sauf que oui, il y a de la bagarre, mais cette fois il y a des androïdes, il y a des robots, c'est hyper SF comme ambiance. Et mais justement, là où avec Black Torch, il avait pas forcément choisi la facilité, mais il avait choisi un milieu un peu concurrentiel, celui des ninjas, des combattants urbains, modernes, avec des armes, mais dans un quotidien à peu près contemporain avec des pouvoirs. Et il est parti sur totalement autre chose, sur de la science-fiction avec une petite héroïne, avec quelque chose qui est techniquement moins bankable et qui peut l'emmener moins haut qu'avec Black Torch. C'est ça aussi, ce choix de scénario. Non, je sais pas, il a l'air de bien s'amuser quand il dessine ses robots. Il a toujours les combats sont incroyables, le coup de crayon, et là, avec tous les toujours robots aussi beau. De toute façon, Earthgear, dans notre classement, techniquement, je crois qu'il arrivait 10 ou 11e, donc il était pas loin. On a juste pas mis 2 titres du même auteur dans le top 10, c'était un peu dommage. On voulait laisser un peu de place aux autres, mais c'est vrai que Black Torch, pour moi, il a une saveur que Earthgear ne peut pas avoir. Parce qu'il y a le chat.
Parce qu'il y a le chat. Je pense que si tous les mangas de chats avaient le niveau de Black Torch, tous les mangas de chats seraient au cœur de cette 5e de coup beaucoup plus. Alors mais le chara-design de ce chat est fabuleux. Enfin, le chara-design de non, mais Rago. Toute la volupté des traits, j'ai l'impression que c'est de la Et du coup, l'auteur, il est venu en France. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est toi qui t'es occupé de sa venue en France? Est-ce qu'il est gentil? Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il aime le poivron? Alors, je ne sais pas s'il aime le poivron, mais il est super jeune, il est incroyable, il a plein de choses à dire. C'était hyper intéressant de l'écouter en interview. C'est quelqu'un qui oui, là où peut-être certains autres mangakas sont un peu plus timides dans leurs réponses ou peut-être à s'exprimer. En tout cas, lui, il avait tellement de choses à dire. Et c'était génial. Et il était hyper ouvert, il avait envie de plein de choses. Il a fait des battles des dessins, il a fait c'était génial. C'était vraiment un super auteur et je suis super contente d'avoir pu m'occuper de lui. Tsuyoshi Takaki qui a donc fait Black Torch et Earthgear toujours en cours de parution. Non. Earthgear c'est en cours de parution en France, mais c'est fini en 7 tomes au Japon depuis cette année. Mais il est toujours en cours de parution ici. Mais vous aurez du coup une petite série en 7 tomes et ça augmente. Donc bientôt, il y a 5, 7 et bientôt on sera peut-être à 50. Il a fait une pause un peu longue aussi, il a eu quelques soucis de santé. Place au numéro 1. Ouais, sans surprise. Non, en fait, t'en as 2. Possible. Si on prend un peu de recul, on laisse un petit peu le suspense. Si on prend un peu de recul, tu peux en avoir 2. Un qui n'est pas dans Stop, un qui est dans Stop. C'est quand même assez incroyable. C'est fou. Si, je vois pourquoi. Alors, celui qui a été choisi numéro 1 de ce top, monsieur l'huissier arrive avec nous. Darwin's Game, bravo. Bravo. C'est donc Darwin's Game. Il n'y a que moi qui adore ce titre. Ce n'est pas Darwin's Game, c'est My Hero Academia. Ah oui, d'accord. Et l'autre c'était Jujutsu Kaisen. Bah oui, et l'autre c'est Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen qui est pas loin. C'est fou. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah il est pas loin, mais il est pas loin, mais c'est le on a ressenti, jugé ça dans l'ensemble peut-être. Bah vous aurez un petit texto. Chouette alors. C'est parce que eux ils sont vieux. Moi j'aime bien Jujutsu Kaisen. My Hero Academia, c'est donc devenu le titre Kiyun avec un grand L et un grand E. Un grand L. Bah ouais, c'est le titre majuscule de Kiyun. C'est ce qu'il y a en termes de marché, en termes de réputation, à plein de niveaux, c'est le titre emblématique Kiyun. Puis c'est quand même un jump assez iconique de son époque, de cette génération-là, avec des auteurs qui vont grandir en ayant lu dans leur enfance, dans leur adolescence, My Hero Academia, et qui deviendront des auteurs du jump avec cette influence-là, en plus que d'autres titres. Donc on est sur un manga générationnel. On se rend peut-être même pas encore compte aujourd'hui, parce qu'on est encore dedans, à quel point il va avoir une influence ou pas sur le manga, mais je pense que c'est obligatoire. Si, et puis ça fait que commencer en fait. My Hero, peut-être que l'histoire arrive à sa fin, mais en vrai, la répercussion que va avoir cette série au niveau des lecteurs, au niveau des artistes, au niveau de ça, on n'a rien vu encore. Elle ne fait que commencer cette licence pour ça. Après, on a déjà fait 2 ou 3 émissions sur My Hero Academia. Nous, je pense qu'on a déjà tout dit sur ce titre. On va surtout attendre la fin. L'année prochaine, on posera peut-être la question à Ahmed la semaine prochaine, mais vous préparez des trucs de ouf ou pas? On espère qu'on pourrait préparer. Il reste combien de tomes là? 2. Le tome 40 qui sort et puis 42 tomes. Ouais, et du coup il en restera 2. Donc en 2025, ça sera vraiment la folie. Et il va venir pour Japan Expo? Je demanderai à Ahmed la semaine prochaine. Toutes ces choses qu'il a demandé. Attendez, je vais faire une liste. On va faire une grande liste. On est venu avec des questions. Bonjour, monsieur Agne. Alors, est-ce que vous faites un crossover Hubelblatt My Hero Academia? Mais il en parlera beaucoup mieux que moi, Ahmed, c'est sûr, parce que c'est lui qui l'a vécu et c'est lui qui l'a fait. Mais My Hero Academia à plein de niveaux. C'est hyper important pour le catalogue Kiyun. Non seulement c'était notre première grosse série qu'on est allé décrocher chez le Shonen Jump à Shueisha. On s'est bien battu pour l'avoir, on l'a eu, et ça, effectivement, ça a mené aussi la maison d'édition à un autre niveau. Et donc c'était une nouvelle ambition, une nouvelle marche à monter. Enfin, c'était incroyable. Et quand on sait en plus que Banco, ça a marché, le public a suivi, et que c'est aujourd'hui un des mangas les plus vendus dans le monde, c'est fou. C'est fou, et quelle fierté. Et puis, mais ce manga, lisez-le si vous l'avez pas lu, vraiment.
moi, le revirement ou attendez la fin. Oui, attendez la fin, c'est pas mal. Je sais rien, il n'y a plus que 2 tomes. Donc le temps d'acheter les 40 premiers, les 2 zones seraient sortis. C'est aussi tout un univers, en fait. Parce qu'il y a des spin-offs, il y a des. Alors, ouais. C'est une licence. C'est une licence où il y a énormément de choses. Et c'est surtout. Alors, il existe surtout un spin-off qui s'appelle Vigilant My Hero Academia. Et c'est un des meilleurs spin-offs que j'ai lu de ma vie. Il se détache complètement de la série principale. Il est beaucoup plus sombre. C'est vraiment une histoire différente, mais c'est marrant parce que du coup, il y a des caméos. Donc, on voit certains personnages de My Hero, mais plus jeunes, puisque ça se passe avant. Et il est génial. Je veux qu'il fasse Paris Hero Academia, tu sais, c'est que des héros dans Paris qui vont sauver, ou alors des fois ils vont en province. Métroman. Imagine, il a vite, il y a quelqu'un à sauver à Cholet, vite. Cholet basket. Pourquoi Cholet? Parce que c'est ma ville. Ouais. J'habite à côté de Cholet, moi. Ah bon? Ouais. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. Mais avant de terminer cette émission, je voudrais le vrai top 1 rendre hommage à ces mangas qui ont failli être dans ce top. Ouais, vas-y. Ils sont pas passés loin. Root End aurait pu être dans ce top. Il était vraiment pas loin. Le duo Clevates Dimension W. Franchement, c'est ça, tu vois. Moi, je l'aurais bien mis en top 3. Ah non, mais Wolfsmount aurait pu être dans ce top. Jujutsu Kaisen, évidemment. Dozent et Prophecy n'étaient pas très loin. Tsugumi Project, évidemment. La danse du soleil et de la lune, et Kasane. On va en reparler. The Bugle Call était pas très loin. Du mouvement de la Terre était pas très loin non plus. Golden Kamuy, il approchait. Et Cause était aussi pas loin non plus. Voilà, évidemment. Non, il en manque 2. Puis il y a ceux qui étaient dans les mangas oubliés la semaine dernière. Jackals, The Arms Peddler, Rundeburst, Bamboo Blade et Cesare. Et puis comme Robin ne pouvait pas être avec nous pour participer à cette émission, il nous a donné son top 5. Allez. Son top 5, c'est My Hero Academia, Bright Stories, Golden Kamuy, The Arms Peddler et Earth Gear. Donc ça va, il est... Mais je crois qu'il a dit qu'il n'y avait pas d'ordre. Hein. Ouais, il n'avait pas d'ordre, exactement. Voilà. En revanche, maintenant, je vous propose d'avoir une petite visibilité sur nos tops personnels pour savoir ce que nous, on a voté. Je commence par le mien. Moi, j'ai mis Hubelblatt, Erased, My Hero Academia, Silent Voice, Black Torch, Jackals, Bamboo Blade, Manhole, Wolfsmount, Jujutsu Kaisen et du Mouvement de la Terre. Johnny, toi, tu as mis My Hero Academia, Earth Gear, Akane Banashi Dimension W, Hubelblatt, Jujutsu Kaisen, The Arms Peddler, Black Torch, Darwin's Game, Jackals, Freerun et Clevates. Julie, de ton côté, tu as mis Black Torch, Bright Stories, Root End, Emma, BL Métamorphose, l'île de Ozuki, l'île errante. J'aime les îles. Toutes les îles. My Broken Mariko, The Arms Peddler, Léviathan, La danse du soleil et de la lune et DRCL Midnight Children. Et Victoire, quant à toi, tu as mis The Arms Peddler, Les carnets de l'apothicaire, Silent Voice, My Hero Academia, Kasane, Black Torch, Bright Stories, Emma, My Broken Mariko, Akane Banashi, Hubelblatt, Freerun, The Bugle Call, Manhole et Run des Bursts. Yes. Voilà, vous avez Run des Bursts. On en parle dans les mangas. Vous avez une grosse liste de mangas là pour les fêtes avec donc du coup beaucoup de bouquins à 3 balles et encore on dit 3 €, mais si vous avez les 5%, ça fait moins cher, non? On n'a pas le droit d'avoir les 5% dans les librairies sur les opérations comme ça? Je ne sais pas te répondre. Mais en tout cas, c'est pour ceux d'après. Donc de 1, 2 à 3 € et puis 4, 5 avec les 5%. C'est pas grave, vous avez à 7 balles, ouais. Maintenant, il n'y a plus de manga à moins de 7 balles. Si, My Hero Academia, il a moins de 7 balles. C'est vrai, mais c'est fini alors du coup. Mais non, c'est pas encore fini. Non, mais il y a des séries toujours en cours chez nous qui sont à moins de 7, non? Oui, probablement. Il y en a de moins en moins dans le monde. Oui, c'est vrai. Dans le monde de la France. Dans le monde de la France, dans le monde tout court. Merci d'avoir écouté ce top 10 qui est évidemment un top 10 collégial. Voilà, vous voyez, il y avait autant de top 10 différents, donc on pouvait pas évidemment parler de tout. On n'avait qu'une heure pour faire ça et on a déjà un peu débordé, mais on est arrivé au bout de ce top 10. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Victoire d'avoir participé, d'avoir voulu noter comme ça avec notre méthodologie. Ça a été horrible. C'est dur, hein. C'est dur à faire. Voilà, je suis hyper frustrée. Toi qui l'as depuis 15 ans. Je suis hyper frustrée. C'est pas normal qu'il ne soit pas. Donc vous aurez encore un texto. Tenez-vous prêts. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour donc une émission assez exceptionnelle. Si vous êtes déjà en vacances, pas passer de bonnes fêtes, mais écoutez l'émission quand même en revenant de vacances. Ouais, c'est cool. À la semaine prochaine. Ciao, salut. Merci. Bye.